Une immense star ce soir dans le quotidien, il s'appelle Yoshiki. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais c'est une superstar au Japon, batteur et leader du groupe de métal ex-Japan. On découvre son histoire ce soir. Si on ne peut pas encore lire dans vos pensées, on peut lire dans vos gestes grâce au livre de Charles Dantzig, Traité des gestes. On va voir avec lui comment bouger avec élégance. Camille Lelouch a un nouveau personnage dans son face-cam, la pop star Disney Demi Lovato est dans le petit cul et on débriefe les trophées FIFA dans Mardi Transmis. Tout ça volait extrêmement haut. Je suis Yoshi, tout simplement. Ils sont là. Réussissez, bordel. Et nous sommes mardi 24 octobre 2017. Bienvenue à Paris, bienvenue dans les bouchons, bienvenue dans la ville olympique. Natacha Polony est l'invitée de Quotidien. Merci. Ben, merci à vous. Alors, elle m'a engueulé pendant la pub parce que je lui demande de faire des réponses de 2 mots. Voilà. Bon. Oui, il y a des De 2 sujets sur phrases. lesquels ça marche pas. Bon. Voilà. Alors, est-ce que, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez essayer à la prochaine question? Je vous garantis rien. Bon. Vous défendez votre vision de la laïcité comme Jean-Pierre Chevènement de la discrétion. Je vous lis page 151. La visibilité des religions, si celle-ci relève de l'habitude, de l'histoire, elle s'intègre dans le paysage et finit par disparaître, comme l'Église se fait oublier à force d'être au milieu du village. Si la visibilité devient un signal, si elle est une manière de se compter, d'afficher le refus du commun, elle met en danger la concorde civile. C'est une phrase bien écrite, mais qui veut dire les chrétiens, ok, les musulmans, pas ok. Mais pas du tout. Vous n'avez pas Alors du ça tout veut dire compris. quoi? Ça veut dire... Ça veut dire que le clocher... Non. Non, c'est pas du tout. Parce que ça pose aucun problème qu'il y ait des mosquées, qu'il y ait des gens qui pratiquent la religion musulmane. C'est simplement qu'il ne faut pas que le religieux s'invite dans cet espace neutre qu'est l'espace public, quel que soit le religieux. Ça veut dire qu'il ne doit pas revendiquer sa place. En gros, pour vous le dire en langage très simple, le clocher, l'église, on la voit on a plus. renvoyé l'église à sa place et ça a mis 2 siècles et ça a été violent. Et heureusement, on s'est débarrassé des bigots chrétiens. Eh bien, voilà, il faut le faire avec toutes les religions, c'est tout. Donc j'ai tort de C'est ce que trouver je veux la dire. phrase ambiguë. Oui, je pense. Oui, parce que si vous lisez tout le reste, vous vous apercevez que l'idée est véritablement d'expliquer que la laïcité à la française, qui est vraiment une spécificité, ça n'existe nulle part ailleurs, c'est l'idée que l'on part d'un espace public neutre, ça repose sur la séparation entre espace public et espace privé. Ça ne peut se comprendre qu'en fait, à cause du traumatisme des guerres de religion qui a été spécifique dans l'histoire de France, qui ensuite a amené des réactions pour essayer d'éviter ce qui a été un massacre absolument épouvantable. Et donc c'est l'idée que petit à petit, on va éviter que chaque citoyen revendique son identité dans l'espace public. Dans l'espace public, nous sommes là en tant que citoyens. Ça n'oblige pas à effacer ce que nous sommes, notre histoire. Chacun, d'où qu'il vienne, porte son histoire en lui. Mais il ne le met pas en avant dans l'exercice de son rôle de citoyen. C'est extrêmement complexe comme équilibre. Ça veut dire que c'est une recherche permanente de cet équilibre entre l'universalité et l'individualité. Mais si à un moment donné, et c'est le problème des sociétés contemporaines, si à un moment donné l'individualisme fait que chacun est invité à mettre en avant ce qu'il est comme un étendard et comme une revendication, alors petit à petit ça déséquilibre cette société. La laïcité à la française, c'est pas ça, c'est l'agent public, fonctionnaire, doit être neutre. Non, mais ça dans c'est la l'espace loi public. ça c'est la loi de séparation des églises et de l'État, c'est pas Donc la la laïcité. laïcité, qu'est-ce qui peut gêner dans l'espace public? Quelle religion est trop visible dans l'espace public, si je vous suis? Mais donc à partir du moment Est-ce qu'il où il y a des exemple que vous pouvez revendications. donner? Oui, par exemple, je sais pas, j'ai le souvenir, moi, quand j'étais prof, d'avoir eu des revendications d'élèves à la fois juifs et musulmans qui réclamaient des aménagements pour, par exemple, pour des fêtes religieuses ou des choses comme ça. Ça, c'est bon, c'est un coup classique. Il y a un aménagement C'est pas le qui est problème. Noël, qui est Pâques, qui sont Oui, des mais bien jours sûr. fériés. Non, ça fait. Alors, justement, on pourrait revenir. Mais de fait, Mais bien sûr, et travaille pas à Noël. on pourrait revenir sur certaines fêtes religieuses qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. C'est-à-dire, on pourrait, je pense, limiter le nombre de jours fériés reliés à des fêtes religieuses catholiques. Ça va être populaire Ça auprès ferait des élèves. aucun mal. Voilà. Oui, mais et parce que, de fait, même s'il y a une tradition, une histoire, et d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'on ne dit plus vacances de Noël, on dit vacances d'hiver. Mais bon, il y a une tradition et une histoire. Après, c'est un équilibre. de Noël.
Mais dans le langage populaire, diverse, mais dans les institutions, c'est devenu ça. Et pourquoi pas, c'est pas le problème. Je pense que la question, si vous essayez de me faire dire que c'est l'islam qui pose problème aujourd'hui, parce que je vois bien, c'est ça que vous dire, mais j'essaie de bah, comprendre. si. Mais non, mais la phrase est ambiguë. J'essaie de comprendre de manière générale ce que vous appelez l'espace public. Je vais vous dire une chose. Est-ce que ce sont les sanctuaires que sont l'école, une administration? Aujourd'hui, on est d'accord là-dessus. Aujourd'hui, c'est l'islam qui revendique le plus. Non, je ne répondais pas parce que je répondais à votre question. L'islam revendique le plus. Aujourd'hui, ah bon, vous n'avez pas remarqué, vous? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des demandes aujourd'hui, notamment sur la question, par exemple, du voile à l'école. C'est là que ça s'est manifesté au début. Et qui demandait donc à ce que les signes religieux puissent être visibles. Il y a eu débat. D'ailleurs, vous aurez noté que dans les débats sur la neutralité de l'école, les catholiques étaient totalement contre la loi d'interdiction des signes religieux à l'école. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le Front National lui aussi à être contre cette loi. Enfin bon, il y a eu tout un débat. Donc vous voyez, c'est un équilibre. Encore une fois, ça nécessite que toutes les revendications religieuses restent dans l'espace privé. C'est tout. C'est comme ça. Ça s'appelle disons que ça s'appelle l'espace républicain par rapport à ce qu'on appelle les démocraties libérales. La tradition des démocraties libérales, elle est totalement différente. Elle repose sur la tolérance, c'est-à-dire l'idée que dans l'espace public, chacun vient avec ce qu'il est et que tout le monde doit vivre en cohérence avec les autres. C'est tout. Ça n'est pas la même vision on va dire, des rapports sociaux. Ce week-end dans le Figaro, est-ce qu'on peut voir ce que vous avez fait? Vous avez publié un éloge de la virilité. Pourquoi? Parce que je pense que la virilité, ça ne se résume pas à la brutalité et au fait d'agresser des femmes dans les couloirs. Et heureusement d'ailleurs. Je veux dire, des gros porcs, il y en a. Voilà, on en connaît. Simplement, j'ai trouvé un peu dommage d'entendre certaines voix m'expliquer, par exemple dans des débats sur Twitter, que en fait tous les hommes pouvaient être potentiellement des violeurs ou potentiellement des harceleurs, que de toute façon. Hommes. Moi j'ai eu des discussions de cet ordre-là. Alors je me suis dit on va faire un éloge de l'homme normal. Voilà. C'est-à-dire qu'on va dire que l'homme normal, c'est celui. Il y a un homme c'est quoi l'homme normal? C'est celui qui n'agresse pas les femmes, justement. Parce que c'est pas normal d'agresser les femmes. Et donc, je pense que la majorité des hommes savent se tenir et que ça ne les empêche pas d'avoir envie de séduire, c'est tout. Donc c'est une façon d'expliquer que parce qu'on entend aujourd'hui énormément parler des affaires de harcèlement, ça ne doit pas nécessiter que l'on aille jusqu'à penser que tous les hommes sont des harceleurs. C'est tout. On fait une parenthèse Macron. Qu'avez-vous fait depuis 4 ans? Je vous le demande à tous, à vous ici, chez vous aussi. Non, c'est une vraie question. Calculez l'âge que vous aviez en 2013 et pensez à tout ce que vous avez accompli. Vous avez fait des études, vous avez peut-être trouvé un job, vous avez fait des mômes, vous avez voyagé, vous avez vu des musées, vous avez vécu. Eh bien, lui, c'est Ibrahim Halawa. Il est irlandais, il a 21 ans. En 2013, donc il y a 4 ans, il avait 17 ans. Il venait d'avoir le bac quand il a été emprisonné lors de vacances qu'il passait en Égypte, pays dont ses parents sont originaires. Il est arrêté pendant des manifestations. L'examen de son cas par la justice égyptienne a été reporté à 28 reprises. Il a été enfermé pendant 4 ans, sans preuve, sans rien. Les médias et les politiques irlandais ne l'ont pas lâché pendant toute cette période. An Irish teenager imprisoned in Egypt has gone on hunger strike in a bid to try and secure his release. The trial of Ibrahim Halawa, the Dublin teenager who was arrested in Cairo in August 2013, has been adjourned until the 26th of April. The government was using all its influence, but that the release of the Irish teenager was unrealistic until the conclusion of his trial. Et son cas est allé jusqu'à l'Europe, à Bruxelles. Ibrahim has had to endure horrific conditions, including physical abuse. So I'm calling on the EU to explicitly request his release. I don't know you personally, but I pray every sunset that it is time for your candles to light the path of freedom. Burmagot. Après 4 ans, il a été acquitté en septembre dernier. Réaction de ses sœurs en Irlande. It's the best news ever. You know, we've heard since 4 years ago. It's the first time actually we can smile deeply from our heart. Alors pourquoi je vous parle de lui? Pourquoi je vous parle d'Ibrahim? Car Ibrahim a pris l'avion ce matin d'Égypte. Ça s'est passé tout à l'heure pour rentrer à Dublin. I'm coming home, I'm coming home. Wait a second. Hey, coming home.
Vers midi, il a posté cette photo prise de l'avion à l'approche des côtes irlandaises et l'avion a atterri à 13h pile à Dublin. Et vous allez rire, ironie du sort, celui qui l'a enfermé, le président égyptien Al-Sisi, était où à 13h pile? Vous allez rire. Il était ici, à Paris, avouez que c'est tordant, et quand je dis la même heure, c'est pile la même heure, à 13h12 tout à l'heure. On a l'image d'Ibrahim, 21 ans, qui sort de 4 ans de tôle en Égypte pour rien, et au même moment, la France qui reçoit le président qui a enfermé Ibrahim pendant 4 ans. L'Égyptien Al-Sisi reste ici à Paris 2 jours et selon Amnesty International, Human Rights Watch et RSF, l'Égypte en 2017 c'est violation des droits de l'homme contre des opposants politiques, des journalistes, des militants, des défenseurs des droits humains ou des homosexuels. Le 21 août 2013, l'Union européenne a demandé à ses États membres, dont la France, de suspendre les ventes d'armes vers le Caire. Pourtant, depuis 2011, la France n'a jamais vendu et livré autant d'armes à l'Égypte, son 4e plus important client sur la période 2007-2016. Paul Larouturou était à l'Élysée tout à l'heure. Conférence de presse, président Macron, Al-Sisi, on a posé la question. Paul Larouturou, pour Quotidien, j'ai bien noté que vous parliez de cheminement démocratique indispensable. Mais qu'avez-vous dit, vous, directement, au maréchal Sisi sur les droits de l'homme? Selon certaines ONG, l'Égypte serait devenue aujourd'hui un vrai tombeau pour les droits humains, où se pratique la torture. Et puisqu'on parle des droits de l'homme, est-ce que vous avez évoqué le cas de Giulio Regeni? Et est-ce que vous avez parlé de Ibrahim Alawa, qui vient de rentrer chez lui après 4 ans en prison, a priori pour absolument rien du tout? Merci. Le sujet des droits de l'homme peut être considéré à Paris comme si nous étions hors de tout contexte, mais je l'ai considéré dans le contexte égyptien. Et j'ai dit 3 choses au président Sisi. La première chose, c'est que je suis conscient du contexte sécuritaire et des conditions dans lesquelles le président Sisi opère. La deuxième chose, c'est que je crois à la souveraineté des États. Et donc, de la même façon que je n'accepte qu'aucun autre dirigeant me donne des leçons sur la manière de gouverner mon pays, je n'en donne pas aux autres. La troisième chose que j'ai dit au président Sisi, c'est que dans le contexte qui était le sien et compte étant tenu de cela, la France défend les droits de l'homme comme étant des valeurs universelles. Il est très important que vous veniez en Égypte. Vous qui posez la question des droits de l'homme, venez en Égypte. Parlez avec le peuple égyptien. Allez dans la rue, parlez avec les citoyens. Et demandez-leur, est-ce qu'ils peuvent témoigner d'une quelconque forme de violence? Il est très important que vous compreniez que nous ne pratiquons pas la torture. Et faites attention aux informations que vous transmettez. On va y aller en Égypte. Une réaction? Oui. Une réaction, c'est qu'il est évident que c'est une dictature. Il est évident qu'elle a été mise en place par un coup d'État. Mais à l'époque, d'ailleurs, ça n'a gêné personne. Hein. Souvenez-vous, quand Mohamed Morsi, qui était, on va dire, le bras politique des frères musulmans, a été destitué, tout l'Occident s'est tu. Et en fait, les États-Unis qui ont fermé les yeux, c'est l'Arabie Saoudite qui a financé et qui a soutenu. Pourquoi ? Et c'est là tout le problème en Égypte. C'est que là, la situation est monstrueuse. Si Al-Sisi aujourd'hui tombait, est-ce que la situation ne serait pas beaucoup plus monstrueuse pour les homosexuels, pour les femmes, pour les chrétiens, les coptes? Et c'est ça le drame. Donc ce qu'il faut, c'est aujourd'hui forcer Al-Sisi à aller vers plus de démocratie en espérant qu'à un moment donné, on va pouvoir petit à petit soit faire évoluer ce régime, soit favoriser une opposition laïque, républicaine, etc. Mais si c'est pour avoir le chaos comme en Libye, parce que quand on se mêle d'un pays, si ça donne la Libye, c'est une monstruosité. Donc je préfère quand l'Occident ne vient pas avec ses avions pour instaurer de force un régime. Ça a donné des horreurs. Merci Natacha Polony, ça s'appelle Changer la vie, c'est aux éditions de l'Observatoire. Bon, je vous avoue, on a explosé le conducteur. Désolée. C'est donc parce ces que deux je fais phrases, pas c'est des... pas possible. Voilà, merci Natacha Polony. Natacha Polony, ça fait bien continuer. Merci de regarder le quotidien. Avdil, tu viens nous parler du... Ouais.
Il y a un nouveau boss au PS. Oui, et un indice, ce nombre 28, alors en fait, c'est pas l'âge du nouveau premier secrétaire, c'est pas son département, non, c'est pas son score à la présidentielle, ça serait 28, c'est le nombre de personnes qui dirigent aujourd'hui le PS. Il y a donc pas un boss, mais 28, c'est pas une blague. Voilà, ils sont tous là. N'importe quoi. Ici, bah si, c'est pas une blague, ils sont tous là. Voilà, bah, allez-y. Voilà, alors essayez de trouver. Allez. On a l'impression de jouer à qui est, soit qui est qui. Julien Drey. Oui, Julien Drey. J'ai Julien Drey. Bon, et bon, il y a beaucoup de pas très connus, quoi, si on résume. Alors, depuis la claque de la présidentielle, le PS... Mathias Fekl. Oui. D'accord. Oui, l'ancien C'était pour savoir. Ministre de l'Intérieur qui avait remplacé Bottolo. Depuis la claque de la présidentielle, le PS a donc une direction collégiale en attendant mieux. Pour en parler, direction Solferino, le siège du parti qui est en vente. On le rappelle, on a rendez-vous, mais à l'accueil, visiblement, ils ne sont pas au courant de notre venue. On a rendez-vous? Ah, voici le coordinateur des 28. C'est un peu le plus haut gradé de l'armée mexicaine. Rachid Temal, c'est lui qui nous fait la visite. Il manque une photo là. Les 28 Non. Si. Là, c'est pour les premiers secrétaires. Oui, mais il faudrait mettre les 28 là. Non, il n'y a pas de premier secrétaire. Ah oui, ça on a bien compris, le PS n'a plus de premier secrétaire. Allez, je vais mettre une veste quand même. Ouais, allez. Ça fait mieux. C'est pas bien rangé, je sais. Non, c'est pas bien rangé. Le puzzle français, un nouveau partage politique, mais c'est presque pour vous, c'est le puzzle socialiste, non? Les 28 qui dirigent. Tu ris à la gueule. La qualité voilà, c'est un tuto. Déjà, 3-4 socialistes galéraient pour se mettre d'accord, alors à 28... Non, parce qu'à chaque congrès, c'est un vote. Le principe, c'est le vote. Avant, il y avait des courants, il y avait 2, 3, 4 courants. Non, là, il va y avoir quoi, 28 courants Non, il n'y aura pas 28 courants, rassurez-vous. Parce que je pense qu'il faut que chacun fasse preuve de responsabilité. C'est pas le temps de la guerre des égos, mais celle de créer un projet. Voilà, donc pas de guerre d'ego entre les 28 visiblement, mais en même temps il faut bien des têtes d'affiche pour tenir le débat face aux poids lourds des autres partis. Justement, on allait les voir, les adversaires politiques du PS. Connaissent-ils les 28 qui dirigent le parti? Est-ce que vous connaissez les 28 membres de la direction du PS ou pas? Non. Non. Est-ce que vous connaissez les 28 membres de la direction du PS ou pas? Ah non. Un seul des 28 membres. Oh bah je pense qu'il y a David Assouline. Eh ben non. Il y est même pas? Non. Alors pourtant il méritait. Hein. Ouais, de vue, ouais. Et de nom? Là, comme ça, tout d'un coup, non, à brûle pour point, non. Est-ce que vous connaissez Isabelle Tisse-Saint-Jean? Non, je la connais pas. Nadège Azaz, est-ce que vous connaissez? J'ai pas honte à dire que je ne les connais pas. Bon, qui ne les connaissent pas, on va demander à un poids lourd du PS, Stéphane Le Foll, qui justement serait sur les rangs pour diriger plus tard le parti. Sur la direction à 28, est-ce que vous les connaissez tous ou pas? Quand même, je les connais tous. Ouais. Ah, il les connaît, ben on va en prendre un au pif comme ça dans la liste. Nadège Azaz, ouais. Hein? Nadège Azaz. Pas vraiment. J'ai l'impression qu'il s'est un peu moqué de nous. Ben, notre tour alors. Étienne Carbonnier, plus facile. Ah ouais. Mais pas non plus bien, mais bon, Vous voyez qui c'est? Ouais, je vois qui c'est. Merci. Bravo. Je savais pas que c'était candidat. On a fait une vie parallèle. Alors, le congrès de la refondation avec élection d'un nouveau chef, ce sera pour février prochain. En attendant, il reste 28 pilotes aux manettes du PS, dont visiblement Étienne. Merci Étienne. Un autre bouquin. C'est un bouquin super qui va intéresser tout le monde. Oui, tout le monde. Car tout le monde bouge. Bon, à part Julien Belvert depuis hier, mais tout le monde fait des gestes. À part Julien Belvert depuis hier, et tout le monde a envie de comprendre ce que ces gestes veulent dire. Voici ce livre, ça s'appelle Traité des gestes, et voici son auteur, Charles Dantzig. Bonsoir Charles, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous êtes né en 61 à Tarbes. Vous êtes écrivain, vous avez écrit des... à Tarbes, oui. Vous avez écrit des poèmes, des romans, des traductions et des essais, notamment Pourquoi lire, dictionnaire égoïste de la littérature française ou encyclopédie capricieuse du tout et du rien. Et là, Traité des gestes. Est-ce que le geste, c'est mieux que la parole? C'est plus révélateur. C'est plus révélateur. Si les gens... à regret pour moi d'ailleurs, couper le son de la télé en ce moment, ne m'écoutez pas et regardez mes gestes, peut-être qu'ils apprendraient plus de choses. On comprendrait plus de choses que c'est... D'accord. Oui, c'est possible. Et je crois que j'ai dit une bêtise au sujet de Julien.
Vous dites dans le livre qu'en fait, le bras comme ça, c'est un geste aussi. Le bras comme ça, c'est un geste aussi, en effet. Mais en fait, il y a des tas de gestes auxquels on ne pense pas. C'est un geste de plâtre. C'est un geste, pas trop chaud. C'est un geste de plâtre, mais ça peut être un geste de vengeance aussi, si on lève le plâtre un peu brutalement vers son voisin. D'accord. Hein, c'est un geste dangereux. Il n'y avait pas de livre sur les gestes? Pas beaucoup, non. Il y avait des livres un peu... Il y avait un livre du directeur du zoo de Londres, il y a 30 ou 40 ans, qui essayait de nous faire comprendre ce que nous avions de ressemblant avec les girafes et les éléphants. Les éléphants, on peut comprendre, mais... Vous avez fait quel geste quand vous êtes décidé à écrire ce livre? Vous avez fait ça? J'ai fait... quand vous avez terminé. Ça, quand j'ai fini, en effet. Alors, le livre, il est vraiment super, il est très méthodique. C'est une étude de gestes selon les parties du corps en 143 petits chapitres. Gestes des cheveux. Écoutez, les gestes des cheveux, il y en a beaucoup. Ouais. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire un truc, parce qu'en répétition... Ouais. J'ai tendance à tout le temps me renifler les cheveux. Ah, ça c'est très grave. Non, mais... Ça veut dire quoi? Non, il y a des gestes avec les cheveux qui sont assez frappants. C'est les gens qui ont fait de la chirurgie esthétique. Ah, c'est pas C'est votre cas? Pas encore. Mais j'envisage. C'est vrai, les gens qui sont gênés et ils baissent les cheveux. Écoutez, Isabelle Adjani, que nous aimons tous beaucoup, elle baisse la tête comme ça, elle tire les cheveux, un peu comme si elle avait le souvenir peut-être de la chirurgie qu'elle a peut-être faite. Alors vous parlez des gestes des cheveux, des gestes des paupières, des gestes des bébés, des gestes religieux, des gestes de pouvoir, des gestes de fourbe, des gestes efféminés ou des gestes oubliés, comme les légumes. Comme les légumes, exactement. Bah, vous parliez des gestes des bébés, par exemple, c'est très frappant, les gestes des bébés. Non, ça c'est plus tard. Ah. Le bébé dans son berceau, qui est tout abandonné au monde, comme ça, les bras en l'air parce qu'il n'a pas appris à se méfier, le premier geste du bébé, c'est ouvrir très lentement la main comme ça et la tourner. Et si vous regardez un documentaire animalier, c'est le geste exact de l'étoile de mer. C'est une étoile de mer qui roule sur le sable. D'accord. Bah, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas le souvenir des temps où nous étions des poissons, des protozoaires? Je pense que les gestes gardent la mémoire de temps très très anciens. Tout n'est pas toujours raisonné dans les gestes. Juste un geste oublié, par exemple. Juste un. Un Très geste rapide. oublié, ben, c'est ce geste-là qui est décrit, voilà, c'est un geste qui est décrit par Cicéron, l'écrivain latin, qui donne des conseils aux avocats. Il dit, ce geste sera un geste de l'affirmation et de l'appui de ce que vous dites. Les latins faisaient ça. Donc on peut réinventer le geste. Et très oublié celui-là. Très oublié. Commençons maintenant avec les gestes sexuels. Comme ça on est débarrassé tout de suite. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus créatif? Les gestes sexuels, je dirais que c'est des gestes de fourmi qui se transforment en gestes de léopard. Vous savez, c'est les gestes de fourmi avec les doigts, comme ça on avance, on hésite, on tâtonne, on recule, on fait chaque doigt a sa fonction, et puis tout d'un coup l'excitation montant, le guépard va très très vite, et nous avons ce geste de feu d'artifice qui aboutit, c'est l'aboutissement de la sexualité. Mais c'est des gestes très imaginatifs parce que c'est un langage qu'on doit réapprendre à chaque fois. Quand on est adolescent, on est très très effrayé par l'idée de la sexualité, on ne sait pas comment faire, on pose des questions, on sait parler français, mais on ne sait pas parler sexe. Et donc on apprend, et on apprend chaque fois avec un nouveau corps, parce qu'il faut s'adapter. Les gestes, c'est parce qu'on est avec quelqu'un. Et toujours sur les gestes sexuels, bon, on n'a pas le droit de faire la promotion des cigarettes, mais vous dites que le geste de la cigarette est parmi les plus sexuels. Mais comment Oscar Wilde, dans sa bande, on raconte que dans la bande d'Oscar Wilde, il était de coutume que quand quelqu'un voulait fumer une cigarette, c'était Oscar Wilde qui l'allumait, il la donnait au garçon, si c'est pas sexuel. Maintenant, c'est interdit. Et c'est interdit, mais regardez, d'ailleurs, la cigarette, c'est le geste le plus légalement sexuel possible. Quand on allume, quand on donne du feu à quelqu'un, on s'approche avec le briquet, la main près de la joue. C'est de la drague. Martin fait. C'est pas loin, c'est le geste. Ah mais si, t'as fait. Et pas du tout, j'apprends. Et la cigarette permet de s'approcher des corps à une distance légale qui serait scandaleuse autrement. Quand on s'approche pour donner du feu à quelqu'un ou pour lui allumer une cigarette, on est à 30 cm. C'est la seule circonstance de la vie où on est si proche des gens sans scandale. Le geste de fermer la voiture.
Ça, c'est un geste où on se rend compte qu'il y a vraiment une Pour différence. vous, c'est la différence entre hommes et femmes. Ah ouais, ça vraiment, j'ai observé alors, longtemps. tout à l'heure, avec Valentine, c'est les clés ou alors c'est la porte? C'est les clés. C'est les clés, Ah, c'est-à-dire, c'est pas ça. En général, les hommes qui ferment leur voiture, ils prennent la télécommande, comme ça, ils se mettent comme ça, ils appuient et ferme-toi, voiture, obéis-moi, tu es mon objet. La voiture est soumise. Genre un peu le chasseur dans la savane qui Ouais. pose le pied sur le zèbre qui vient d'assassiner, il domine le truc. Et en général, mais vraiment très très souvent, les femmes claquent la porte, font comme ça et s'en vont. Donc il y a un rapport de domination à l'objet qui est complètement différent, elles s'en foutent. Moi, quand je ferme ma bagnole, je la regarde pour être sûr qu'elle soit bien fermée. mais Donc vous ça, avez dominer quelque la chose de voiture. masculin en vous. Probablement, Voilà. mais je ne sais pas s'il faut interpréter ça comme le geste de la soumission de la voiture. Ah si, les hommes sont très bêtes, vous savez. Je vous laisse à cette remarque. D'accord. Mais vous savez, on n'est pas obligé de... Enfin, on parle beaucoup de sexe, moi je suis très pour, mais je vous ai observé, il y a des gestes de présentateurs de télévision. Vous y avez pensé, Yann Martès? C'est quoi, vous c'est ça avez des gestes? Ouais, vous avez ça. Oui, vous avez un geste avec le stylo qui m'inquiétait un peu depuis tout à l'heure, parce que j'ai remarqué que votre stylo, je ne sais pas si vous sert pour une nervosité ou comme ça, mais quand il sert à écrire. C'est vrai? Oui. Mais vous jouez souvent avec le capuchon. Et là, je me dis toujours, est-ce que l'invité l'emmerde? Est-ce que l'invité n'est pas bon? Et quand vous posez une question, vous avez un geste à vous. Quand vous posez une question avec le mot pourquoi, vous dites pourquoi? Comme si vous vouliez recueillir une vérité dans les vieux communs. Et oui, une vérité. Voilà. Justement. Sur le flipper, les gestes d'hommes. Comme jouer au flipper, pour vous, le flipper est une espèce de vagin géant à néon où des adolescents pré-baiseurs font gicler des spermatozoïdes. Regardez, c'est là. Les petits spermatozoïdes cherchent les trous, les gestes les garçons font des choses avec les doigts sur le côté très très preste et très habile, il y a des déhanchements, et puis à la fin, quand ça approche, il y a un geste déhanche vers la machine très évocateur. Et c'est pour ça qu'en général, quand on est passé à la sexualité pratique, on fait moins de flippers, je crois. Pourquoi il y a des gestes de... Vous dites qu'il y a des gestes de gros cons. Il y en a beaucoup. Ah ouais. Par exemple, mal se tenir dans certaines catégories de la société, ou alors faire comme ça sur un... Non, sur un... Ouais, un canapé. Un canapé, c'est ça? Ça, c'est un geste de gros con? Ça, c'est gros con. Mais quelle catégorie de la société? Mais toutes les catégories, il y a des gros cons, c'est très réparti, c'est très égalitaire, les gros cons. Ouais. Et les gros cons sont bruyants en général quand ils parlent, ils ont des avis sur tout, ils savent tout. Ils ont des gestes bruyants aussi. Il y a le gros con dans le métro, qui s'assied en écartant les jambes et qui prend de la place et regardez l'objet intéressant de mon corps, enfin la partie intéressante de mon corps. Ça, c'est un geste de gros con. Là, vous êtes un peu écarté les jambes. Mais qui dit que je suis un gros con? Je ne sais pas. Il y a aussi un chapitre consacré aux gestes coquets des hommes. Et pour vous, par exemple, c'est Jules César. Jules César, qui était une grande chochotte, il faut le dire. Jules César s'épilait, se maquillait, et il était l'objet des moqueries de tout le monde. Il y a une grande bataille de l'Antiquité, la bataille des Thermopyles, qui a été gagnée par les Spartiates. Les Spartiates, vous voyez, gros trapus comme ça, des taiseux qui se battent. Eh bien, l'anecdote la plus célèbre de la bataille des Thermopyles, c'est qu'on leur a donné l'ordre de se coiffer avant la bataille. Ils ont tous pris leur petit peigne, ils sont coiffés, et ils ont fichu la pilée aux Perses. Donc on peut être coquet et courageux. Sur Emmanuel Macron, vous avez évoqué ce geste dans une interview. Regardez, c'était le jour de l'investiture. Ah ouais. Il dit quoi ce geste? C'est un geste qui dit Il y a la beaucoup de politiques domination. qui le font. C'est un geste qui dit la domination, c'est un geste de mafieux, si on me permet le mot. C'est-à-dire, c'est un homme de 40 ans qui s'adresse à un homme de 70 et il s'approche et lui dit « J'ai gagné, tu es sous ma domination ». C'est un geste très... Je suis pas très sûr. Hein. Enfin, l'affection chez les politiciens, je suis pas très sûr que ce soit le premier mouvement. C'est paternaliste, chez eux. non? C'est dominateur. C'est dominateur. C'est je te touche, tu es sous ma protection, tu es dans mon orbite, tu es à moi. Chirac avait ça aussi d'ailleurs. Bernadette Chirac avait ça. Bernadette Chirac. C'est celle qui domine Jacques Chirac. C'est celle qui domine Jacques Chirac. Vous restez avec nous, Charles? On a d'autres questions sur les gestes à vous poser. Et d'ailleurs, les gestes des rockstars, ça mériterait carrément un nouveau livre. Ce soir, on va recevoir un personnage culte issu d'un groupe culte. Le groupe, c'est Ex-Japan et le personnage, c'est Yoshiki. Et voici Yoshiki. Bonsoir, Yoshiki, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Konbawa. O genki desu ka? O genki desu. Thank you so much for having me. Merci de m'avoir invité. Je vous présente Charles Dantzig et une partie de l'équipe. Charles est un écrivain français qui a écrit ce livre-là sur les gestes. C'est quoi le geste qui vous caractérise à vous?
Les gestes de la vie courante. I'm sorry? Excusez-moi. Je la répète? Typical. This kind of thing? One gesture. Okay, Un okay. geste, Okay, oui. we have Alors a effectivement, band thing called this. nous avons ce So geste-ci. yeah, Hein, so on fait un X avec nos avant-bras. C'est le nom d'ailleurs de notre groupe X. Et vous faites ça aussi? Well, as being Japanese, we bow. Ah bah oui, au Japon, on fait beaucoup de gestes Very comme ça. polite. Oui. C'est un geste de politesse. Hein, je suis une star de rock poli. Pour que tout le monde comprenne bien l'ampleur du phénomène ex-Japan, on va tout de suite retracer l'histoire du groupe. Ex-Japan, c'est 5 membres, 30 millions d'albums vendus, 30 millions, on peut qualifier votre style de glam rock. La création du groupe remonte à 1982. Vous inventez le visual kei, un genre inspiré du théâtre traditionnel japonais, le kabuki. Vos influences, David Bowie ou le groupe Kiss. Au début des années... Ça c'est Kiss et ex-Japan. Au début des années 90, vous êtes le groupe le plus populaire au Japon et vous provoquez des émeutes partout où vous passez. Mais en 97, le groupe se sépare et c'est une catastrophe nationale. 本日9月22日をもってxジャパンは解散します。実はボーカリストだったトシが今年の4月20日の時点で x ジャパンを脱退したいという申し出がありました。彼の脱退は、僕にとってもかなり辛いことでした。 Et 4 mois plus tard, un autre drame, le suicide d'un des membres du groupe qui déclenche des scènes d'hystérie. Et vous faites même un appel au calme à la télévision japonaise. Après cette époque tragique, vous vous exilez à Los Angeles et c'est en 2007 que vous reformez ex-Japan. Vous tentez de percer aux États-Unis avec ici un concert sur le toit du Dolby Theatre à Hollywood. Et en 2014, vous remplissez le Madison Square Garden à New York. Et vous êtes aujourd'hui en pleine tournée mondiale. Je suis Yoshiki. Je vais venir à Paris. À bientôt. Et vous êtes à Paris. Vous êtes le groupe de rock le plus populaire de l'histoire du Japon. Est-ce que vous avez compris pourquoi? En fait, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être parce que notre musique n'est pas mauvaise. C'est une bonne réponse. De quoi vous pouvez encore rêver aujourd'hui? Vous savez, pour l'instant, on n'a encore rien fait. Enfin, sur le plan international. Donc, il y a encore beaucoup de choses dont nous pouvons rêver. On a déjà perdu deux membres du groupe. On avait d'excellents musiciens. Et notre rêve aujourd'hui, c'est de faire connaître notre musique ailleurs. Donc, on a une mission qui est de continuer la tournée pour maintenir en vie l'histoire de notre groupe. Donc, X-Japan à travers le monde. Le slogan de votre groupe, c'est violence psychédélique, crime de choc visuel. Ça veut dire quoi? Oui, alors ce slogan, lorsque nous jouons, il n'y a pas que le son, il y a également un spectacle visuel justement qui est censé choquer le public, enfin, les faire bouger en tout cas, les interpeller. Vous êtes mélancolique. Pourquoi? Mélancolique, pourquoi? Parce que, vous savez, moi j'ai grandi au Japon et au Japon, il y a beaucoup de mélancolie dans la culture déjà. Il paraît que vous ne dormez pas et que toutes les 2 semaines, vous récupérez, vous dormez énormément du coup. Et tout d'un coup, c'est vrai? C'est un peu d'exagération. Ouais, je trouvais ça même. bizarre. Non, mais c'est vrai que je dors de temps en temps quand même. Votre santé, elle est toute fragile. Ça va là? Oui, enfin, physiquement, alors j'ai subi une opération du cou, un remplacement des vertèbres dans le cou, et donc maintenant je suis obligé
Enfin, à cause de la batterie, oui. Mais maintenant, ça va, merci. Et je peux vous demander comment vous êtes fait ça, parce qu'il a la même chose. Ils s'entraînent ensemble. Oui, c'est ça. On est dans un hosto. Je sors de l'hôpital, oui, on dirait que c'est un hôpital ici. Je fais également du piano classique, également. J'ai joué trop de Chopin, hein, c'est peut-être ça le problème. Faut arrêter la musique, hein. Voilà, lui, c'est du scooter. Votre histoire sort au cinéma le 6 décembre prochain, ça s'appelle We Are X, et voici un extrait de la bande-annonce. Why am I here? Why am I in this world? I almost feel like I was looking for a reason to die. You guys have sold over 30 million records. Yoshiki is a musical idol. Different level of rock star. If those guys were born in America, they might be the biggest band in the world. After my father died, my mother bought me a drum set. And instead of breaking things, I started banging drums. Introducing X Japan. Swan sings only one time before they die. Ça s'appelle We Are X, et ça sort le 6 décembre. Mais bien l'entendre dans la bande-annonce, le leader de Kiss, Gene Simmons, dit dans le documentaire que si vous aviez été américain, vous auriez été les plus grands. Est-ce que vous regrettez du coup de ne pas être américain? Not really. Non, pas vraiment. C'est un beau compliment venant de Gene Simmons, mais je suis très fier d'être japonais. Et notre histoire continue. Hein. Peut-être qu'un jour, justement, on sera l'un des plus grands groupes du monde. Je vous le souhaite, mais en même temps, vous habitez aux États-Unis. Alors c'est vrai, j'ai acheté un studio d'enregistrement aux États-Unis et j'ai créé donc, lorsque j'ai enregistré à Los Angeles, j'ai acheté le studio et depuis cette date, c'est vrai que j'habite à Los Angeles, c'est vrai. Le réalisateur du film dit que vous êtes un hybride entre Michael Jackson et David Bowie, une des dernières grandes rockstars sur Terre, c'est pas mal. Écoutez, moi, je ne suis pas du tout à la hauteur de ces deux stars. Peut-être qu'un jour, sait-on jamais. En tout cas, ce sont de beaux modèles à suivre. Mais je n'y suis pas encore. Arigatou gozaimasu, sayonara. Merci beaucoup, Yoshiki. Et vous avez accepté de faire la météo. J'ai très hâte de voir la météo au Japon. À tout à l'heure, Yoshiki. Et We Are X sort en salle le 6 décembre. Charles Dantzig et toute l'équipe pour la dernière partie de Quotidien. Merci de regarder le Quotidien. Nous sommes avec Charles Dantzig qui écrit ce livre, qui analyse vos gestes et pendant la pub. Alors, Étienne était comme ça. Valentine était comme ça. Asdine était comme ça. Martin était comme ça. Et Julien, il était comme ça. Et on ne dirait pas qui avait le doigt dans le nez. Voilà. C'était vous. C'est quoi votre t-shirt? D'accord. C'est des... Voilà. D'accord, parce que j'arrivais pas à lire. D'accord, donc on fait très attention à nos gestes parce qu'ils regardent tout. Julien, les médias. Les médias déménagent. Ouais, et Libération surtout, hein, direction le 15e arrondissement de Paris, dans un bâtiment ultra moderne. Regarde Yann, c'est grand, c'est beau, c'est tout neuf. Mais les journalistes de Libé, ils ne seront pas tout seuls ici, ils auront bientôt de nouveaux voisins, BFM TV, RMC, l'Express, SFR, toutes ces marques appartiennent au groupe Altis qui rachète le journal. C'est à 2 pas du nouveau ministère des Armées, un quartier qu'avec des bureaux totalement austères, zéro commerce. Un choc des cultures pour Libération qui vient de là, le très beau 3e arrondissement de Paris, son siège historique. Il faut savoir aussi qu'ils sont passés par le 9e arrondissement, qui est aussi un peu bobo chic. Et qui dit nouveau bureau, dit évidemment nouveau badge. Le voici, le nouveau du Libé. Tous les journalistes l'ont. Ils sont devenus des collaborateurs avec la marque Altis à la place de Libé. Ce qui n'est pas super bien passé, mais leur beau logo, les journalistes l'ont retrouvé à la Contoche hier avec ce message: salariés de Libé, merci de passer à la caisse de droite. Voilà, ça a été moyen apprécié, même s'ils ont pas mal d'humour. Alors Julien Dacosta est allé lundi à la Poste Déj, voir quelle était un petit peu l'ambiance sur place. Rue du Général Alain de Boissieu. Face caméra, les salariés de Libé ont l'air plutôt contents de leur nouveau bureau. Comment ils sont vos nouveaux bureaux? Très bien. Neuf. Ils sont très bien. Très bien. Non, mais nos locaux sont super.
Et en fait, le plus critique, c'est le big boss, Laurent Geoffrin. Ils sont assez beaux. Ouais. Par contre, le quartier est un peu monstrueux, je veux dire. Mais en off, certains journalistes nous ont aussi confié que ce déménagement, ça passait plutôt mal. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas de vie, tu vois, culturellement c'est nul. Mais c'est pas entendable de dire, tu vois, les pauvres petits bobos de Libé, ils se plaignent parce qu'ils sont au 15e au lieu d'être dans le 9e ou dans la République, tu vois. Après, les locaux, ils sont beaucoup plus grands et plus luxueux que ce qu'on avait dans le 9e. Et tu vois, les choses sont propres. Bon, ils ont de l'humour à Libé, mais l'ambiance, elle n'est pas au top en ce moment. Malgré les nouveaux bureaux, la rédaction attend depuis des mois des investissements de son actionnaire qui ne viennent pas. Et le départ de Johan Hufnagel, qu'on voit sur ces images, le patron de la rédac, inquiète tout le monde là-bas. Autre petit cadeau de la direction à leur arrivée, un cahier de notes aux couleurs de l'actionnaire Altis avec ce message très Libé compatible, Together has no limits. Ça a beaucoup inspiré les journalistes. Si je vous dis Together has no limits. Oui, Together, ouais. No comment. C'est bien, mais c'est pas le slogan de Libération. Hein. Si je vous dis Together has no limits. C'est un truc de Raël, ça? Non, c'est le truc d'Altis. Bah, c'est prometteur. Voilà, on leur souhaite bon aménagement quand même. Oui. Rien à voir, la France a un incroyable talent, ça revient finalement sur M6 alors qu'on a dit l'inverse la semaine dernière. Ouais, c'était prévu cette semaine, mais M6 l'a déprogrammé en raison des révélations sur un des membres du jury, Gilbert Rozon, accusé de harcèlement. Les 5 émissions déjà tournées fin août ont été mises à la poubelle, ça on l'a dit, mais comme on l'a révélé hier, la société de production a tenté de sauver son programme en expurgeant toutes les apparitions de Gilbert Rozon. Comment ils ont fait ça? Comment on peut faire ça? En fait, c'est assez compliqué, c'est beaucoup de boulot, mais je vais te montrer que c'est possible. Alors, par exemple, si on faisait disparaître un chroniqueur de cette table, au hasard, Martin, voilà. Alors, on va le voir sur ces images, on va le retirer de tous les plans de quotidien. Voici des images avec Martin dans le pré-générique. Hop, un peu de palette magique, il disparaît. Non. Facile, autre option, utiliser les caméras divergées. Ce sont des axes de caméra qui n'ont pas été utilisés dans le montage initial. Regardez bien cet extrait avec Martin. Et la chaîne a envoyé un communiqué à 12h41, soit quelques heures après les premières révélations. Donc ce sera remplacé à partir de la semaine prochaine par Cauchemar en cuisine et Recherche appartement ou maison. Les 8 primes prévus, poubelle aussi. Donc on saura ça dans les prochains jours. Donc ils ont pris la cassette, ils ont dit... Et voilà, exactement le même moment sans Martin. La chaîne a envoyé un communiqué à 12h41, soit quelques heures après les premières révélations. Donc ce sera remplacé à partir de la semaine prochaine par Cauchemar en cuisine et Recherche appartement ou maison. Les 8 primes prévus, poubelle aussi. On saura ça dans les prochains jours. Donc ils ont pris la cassette, ils ont dit... Voilà, merci les plans de coupe. Mais M6 a dit non à cette option. Direction directement les demi-finales. Tournage vendredi, diffusion le 16 novembre sans Gilbert Rozon donc. Et la finale sera diffusée en direct courant décembre avec seulement 3 jurés. Merci Julien. Et Martin réapparaîtra le 8 novembre en prime sur TMC. Pourquoi Martin? Ça s'appelle comment? Comment? Ça s'appelle comment le 8 novembre? Ça s'appelle Trump 1 an jour pour jour. Et ce serait, j'espère que je disparaîtrai pas d'ici là. Il y aura quoi dedans? Il y aura quoi dedans? Il y aura plein de reportages qu'on a tournés pour essayer de comprendre l'Amérique qui vit sous Trump depuis 1 an. Ce sera en fait exactement les 1 jour de son élection. Est-ce qu'il y aura les gestes de Trump? Eh ben, venez en plateau. Venez décortiquer pour nous les gestes de Trump en plateau. Vous savez que c'est dans mon livre, au moment de sa campagne, c'est-à-dire avant d'être élu, il a été interrogé par un journaliste du Times. Le journaliste est toujours handicapé. Oui, il a posé une question en public et Trump, devant des milliers de personnes, il a fait comme ça. Tout à fait. C'est un geste qui disqualifie l'humanité. Non, il n'y avait pas besoin que ce type soit élu pour qu'on sache qui il était. Ben voilà. La suite, le 8 novembre à 21h, juste après Quotidien sur TMC avec Martin. La météo avec Yoshiki. Okay. C'est à vous. There will be a foggy morning on the northern half tomorrow. The sky clears in the afternoon and the sun is shining all over France. For the temperatures, it's 5 in Grenoble, 9 in Toulouse, oui. and 14 in, I know this, Amiens. Oui. In the morning, oui. In the afternoon, 16 in the east, 20 in Paris. Oui. And 27 in
Tarba. Tarba. Good evening. Merci beaucoup, Yoshiki. À bientôt. Oui, papa. Aujourd'hui dans le Petit Cul, on va parler d'une demi. Elles ne sont que deux à porter ce prénom sur Terre. Il y a Demi Moore et puis il y a l'autre. Il s'agit bien sûr de Demi Lovato, 50 millions d'abonnés sur Twitter, 61 millions sur Instagram. C'est elle qui chante la version américaine de Libéré et Délivré. Comme Britney Spears ou Lindsay Lohan, Demi Lovato commence sa carrière dans l'écurie Disney. Elle vient de sortir un nouvel album accompagné d'un documentaire sur sa vie. Ça s'appelle Simply Complicated, en français simplement compliqué, et ça a déjà été vu 7 millions de fois sur YouTube. This is my story. This is simply complicated. Alors on s'est dit chouette, on va rêver. 1h30 avec Demi, on a pris du popcorn. Toutes les images qui vont suivre viennent du documentaire. My name is Demi. Hi. Donc ça commence avec des images d'archives trop cute, puis arrive sa prof de chant qui, surprise, trouve qu'elle chante bien. I just said, oh my gosh, where did she get this voice? Oh, que c'est beau de voir une étoile filante filer vers le sommet de la gloire. That last ooh needs to be smoothed out. In a perfect world, absolutely. Well, this should be a perfect world. It's my album. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, Demi est perfectionniste. Et alors qu'on était en admiration devant tant de talent, devant cette success story en or massif, Demi va lâcher ça. I actually had anxiety around this interview. Why is that? Because the last time I did an interview this long, I was on cocaine. It was called Staying Strong. Toutes les ampoules ont grillé et l'espoir de passer un bon moment aussi. Elle vient de l'écurie Disney, donc on aurait pu s'y attendre. Sauf que Demi Lovato va tout déballer, vraiment tout, zéro filtre. Growing up, I had been bullied in school. My first time doing coke, I was 17. My dad was an addict and an alcoholic. And I was so drunk that I threw up in the back of the car service on the way to the airport to perform on American Idol. And then it's also been a year since Wilmer and I broke up. I was depressed at a very, very young age, fascinated with death, wondering what it would be like to have a funeral. Ah oui, ils ont mis un petit piano au cas où on espérait ne pas vider entièrement la boîte de mouchoirs. I'm coming up on 5.5 years of sobriety. Et quand on se dit qu'elle va mieux, il nous achève. I relapsed with throwing up, binging, purging. Rien ne va nous être épargné, rien n'est subtil, absolument tout ce qu'elle dit est à l'image. Par exemple, lorsque Demi confie être suicidaire, on va la voir dans une baignoire. Voilà. Lorsqu'elle parle de sa vie sexuelle, on la voit qui prend des pauses sous sa couette. Et quand elle parle de ses addictions, que va-t-on voir à votre avis? I wasn't ready to get sober. I was sneaking it on planes, sneaking it in bathrooms. Et oui, pas de la farine ou du sucre, de la vraie cocaïne. Bon, mais rassurez-vous, à la fin, Demi va mieux. On est en Amérique, je vous rappelle que c'est eux qui ont inventé le concept du happy end. I am on the dating app with both guys and girls. I am open to human connection. So whether that's through a male or a female, it doesn't matter to me. Alors elle est sans filtre quand ça va mal, mais rassurez-vous, elle l'est aussi quand ça va bien. Et oui, Demi ne fait pas les choses à moitié. There's like a certain stigma around a woman having casual sex, and for me, I just feel like it's my body and it's my choice and it's fun. Alors, portrait d'une victime de l'industrie de la musique ou marketing de la rédemption, à chacun de décider. Le petit cul, c'est fini. À vous, le gros cul. Merci Willy. Dans votre livre, Traiter des gestes, vous parlez notamment de ces gestes qui s'appellent les pinch to zoom. Vous savez, les fameux gestes
comme ça, là, et puis ça aussi, comme ça, là. Mais vous parlez aussi des gestes de contestation. Vous écrivez que le plus sympathique des gestes de contestation, c'est lequel? Le plus sympathique geste de contestation a eu lieu le 11 septembre 1944. C'est une brigade américaine qui allait battre l'Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une avant-garde qui s'est détachée dans les Ardennes. Il y avait 7 soldats et les 7 soldats, qu'ont-ils fait à l'instant où ils ont posé le pied sur le territoire allemand? Ils ont ouvert leur braguette, ils ont pissé sur l'Allemagne. Et ça, c'est un geste de contestation magnifique qui a dû d'autant plus horripiler les nazis qu'il y avait un juif et 2 noirs dans la bande. Ça n'a pas dû leur faire plaisir non plus. Dans le territoire. C'était l'événement culturel le week-end dernier à Paris, la FIAC, la foire d'art contemporain. La semaine dernière, on vous a déjà parlé de cette œuvre polémique installée devant le centre Pompidou. Qu'est-ce que ça vous inspire? On dirait 2 personnes qui sont en train de se mettre bien, quoi. La sodomie! Là, vous voyez une sodomie, donc? Oui, c'est net. Hein. Et ce week-end, Emmanuel Lebert et Bruno Diego étaient sous la verrière du Grand Palais. Bienvenue à la FIAC. Vive la FIAC, évidemment. À la caméra. C'est l'événement incontournable. J'ai un ami qui arrive d'Amérique et je l'ai immédiatement emmené. Donc c'est vous dire. Eh ben génial. On a trouvé des points communs entre la FIAC et la Fashion Week. Élégante avec une petite touche quand même. Il y a un vrai travail sur le haut, par exemple. C'est de qui? C'est chez qui? C'est Chanel. C'est Chanel. L'éditorial. Les œuvres marquantes de l'édition 2017, cette série de l'italien Michelangelo Pistoletto, cet autre miroir rigolo d'Anish Kapoor ou encore ce pneu géant de l'artiste suisse Peter Stamfli. Restez parce que vous alliez très bien avec cette œuvre. Super. Mais notre œuvre préférée, c'est cette table de ping-pong d'un artiste thaïlandais. Donc c'est une table de ping-pong de Rirkiti Ravanija et son prix est 70 000 €. On peut jouer alors éventuellement. Si vous voulez jouer, vous pouvez jouer. Et voici donc la partie de ping-pong à 70 000 balles. On a quand même des bonnes sensations. On a profité de ce vivier de collectionneurs fortunés pour les tester sur la réforme polémique du moment, la réforme de l'ISF. Vous payez l'ISF, vous ou pas? Oui. Vous le payez, j'imagine, l'ISF? Vous payez l'ISF? Ben ouais. Moi, je fais un chèque d'ISF chaque année. Je paye l'ISF, oui. Si vous rêvez de payer l'ISF, maniez le bistouri. Vous étiez dans quoi, vous? J'étais chirurgien orthopédique. Orthopédique. Médecin? Chirurgien. C'est quoi votre métier, sinon? Je suis chirurgien. Et voici leur avis sur la réforme Macron. Et la réforme, alors, de l'ISF par le président Macron? Elle est pas mal, c'est un premier pas. On allège et j'espère qu'on va vers... pas d'ISF du tout. Il y a de l'hypocrisie. Ça serait une bonne chose de faire rentrer l'argent s'il rentrait vraiment, à condition qu'il soit réinvesti dans les entreprises. Je pense que c'est mieux dans la mesure où ça facilitera à des gens qui sont partis au Portugal ou en Suisse éventuellement de revenir. On a eu cette réponse aussi. Quand on dit qu'entre les riches souffrent, les pauvres meurent. C'est pas très politiquement correct ce que je vous dis. Mais rassurez-moi, elle habite en France, la dame qui n'est pas politiquement correcte. Moi je suis plus concerné, je suis au Portugal depuis très très longtemps. Voilà. Mais heureusement, la FIAC, c'est l'argent, certes, mais c'est surtout l'art. Et justement, on est tombé sur 2 amoureux de l'art. Ils sont géniaux. Voici Christian et Natalia. Quand on vient ici, c'est pour faire les photos devant. Hein. Devant les œuvres, c'est vrai? Ah, bien sûr. C'est un peu votre objectif? Bon, oui, je m'amuse bien. Hein. Et voici la visite de la FIAC par Christian et Natalia. Monde imaginaire. Un très beau Warhol. On a une très belle peinture de Basquiat. C'est un peu curieux ça, hein. On n'aime pas trop ça. Sculpture de Liechtenstein. Vous avez l'air de bien vous amuser tous les deux. Ouais, ça m'amuse beaucoup. Voilà. Si vous n'êtes pas allé à la FIAC, vous êtes un peu allé. Camille, allez où Camille? Je l'ai pris. Pourquoi t'as le même livre? Je l'ai pris, j'aime trop qu'on analyse tout ça, les gestes et tout. Toi, tu fais beaucoup Moi, de gestes. je bouge énormément. Elle bouge beaucoup. Chanter. Ne l'analysez pas. C'est grave. Trop de gestes. Voilà. C'est grave, trop de gestes. Je suis contente, je peux le garder, ça vous ennuie pas? Je vous l'offre. Ah bah avec plaisir. Tu t'es glissé dans la peau de qui cette semaine, Camille? Mais écoute mon petit bichon, je te laisse regarder. Charles de Gaulle. Non. Merde alors, je ne trouverai jamais. Voici le face cam avec Camille Lelouch.
Non, vous ne rêvez pas, je suis bien de retour. Je suis ravie. J'ai entendu une musique de l'au-delà qui m'a fait revenir parmi vous. C'est pour moi la plus grosse star française qu'il soit. J'ai nommé Jules. Elle a le regard cheveux longs comme Edith Piaf. Vous savez, je suis pas revenu uniquement pour ça. Moi, je suis parti à l'époque de De Gaulle, Charlot pour les intimes. Charlot, tu vas jamais y croire. Ils ont des Uber ici. Non, pas Hubert mon cousin. Hubert les chauffeurs. Je n'ai rien compris. Rien de rien. Aujourd'hui, c'est Macron. J'aime beaucoup sa femme. Elle était venue me voir à mon premier spectacle. Nous, à l'époque, on fumait des clopes, on s'en foutait du cholestérol. On mangeait trop sucré, trop salé, tout au beurre. On se régalait avec Marcel. Mon rêve aurait été que le Nutella existe. Oh, du Nutella! Marcel! Marcel! Ah non, il est mort, mesquine. Aujourd'hui, je vois tout le monde habillé en noir. Vous dites que c'est la mode. Mais déjà, à mon époque, tout le monde s'habillait en noir. Mais c'était pas pour le style. Parce que les gens mouraient tellement vite qu'il fallait être prêt. Allô? Non, je rigole. Qui voulez-vous que j'appelle? Tous mes amis sont morts. Et j'adore aussi cette chanteuse. Comment s'appelle-t-elle déjà? Nous, à l'époque, nous n'avions pas Facebook, Instagram, ni même Twitter. La seule chose que nous avions, c'était le télégramme. Impossible de s'envoyer des sextos. Marcel, tu ne veux pas que je te flagorne la flûte à pampan? J'ai le ballon au fond. Le problème, c'est que c'était beaucoup trop long. Le temps que le môme le reçoive, il était déjà marié. Selfie! Il me dit des mots d'amour. Avant de finir, je voudrais saluer la performance remarquable d'une personne qui a réussi avec brio et une extrême précision son rôle dans le biopic d'une star décédée. Vous voyez tous très bien de qui je veux parler. François-Xavier de Maison dans Coluche. Non, je plaisante. Bravo, Marion. M'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Merci Camille. Bravo. Charles. Il faut rien faire, c'est une grande satiriste. Dès qu'on fait un geste, elle est pire que moi. J'analyse. Ouais. Merci Camille. Merci beaucoup. Mardi Transpi, Étienne Carbonnier. Alors aujourd'hui, on va parler d'une cérémonie. C'est pas vraiment les Oscars, c'est une des cérémonies les plus prestigieuses du monde du football. Alors, c'est un peu comme les Oscars pour le foot. En fait, ça s'appelle les Best Awards. Tonight, it is the center of the footballing universe once again. The biggest night on planet football. The best FIFA Football Awards 2017. Ça se passait hier soir à Londres. Alors en arrivant, tout le monde dit bonsoir aux physio, comme en boîte. Voilà, on a vu les plus grands noms du football qui étaient tous là. On a vu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Giroud qui était là aussi, Fabrice Eboué qui était venu, David Guetta qui était venu en famille. On les a sentis super à l'aise devant le photocall. Super à l'aise. C'est bien le droit. Ouais. Et pas énormément de gestes à analyser là. Un peu comme ce monsieur. Les joueurs ont signé des autographes sur des carnets, sur des ballons, des chaussures même, et aussi sur des petits garçons. Tiens, dégage, rentre chez toi. Ils ont fait des milliers de selfies avec les fans. Alors il ne devait pas faire très chaud hier soir à Londres. Du coup, on a une pensée pour toutes les femmes de joueurs qui ont dû attendre leur mari dans le froid en robe de soirée. Mais celle qui a vraiment souffert hier soir, c'est la Laurent Veil locale qui s'est pris presque autant de vent que lui aux Oscars. Messi, we're live just for one moment. No, okay. En español? No? Okay. Muchas gracias. Hey, you tried. I did try. Sergio, hablas inglés? Okay. Cristiano. Can we just grab a very quick word? Oh, dear Keep following him. Go and get him. I'm trying, Alex. You're not doing anything. No, You're stuck there. Alors, ça va pas passer. La cérémonie donc, est vraiment hyper chic, un peu comme les Césars. Mais ça sent quand même beaucoup le foot. Alors par exemple, il y a un maître de cérémonie super classe, mais qu'on annonce comme ça. Please welcome your host, a man who's cooler than a Tuesday night at Spartak Moscow, Mr. Idris Elba. Voilà, la soirée était donc présentée par l'acteur Idris Elba, un poil relou hier soir. Apparemment, il voulait gratter quelques likes sur Instagram. Can I get a selfie, Neymar? Just in there, there you go.
Do you mind if I just get one? I know this is just... I'm keeping it professional, guys. Can I take one very quickly? I love it. Thank you very much. You're a star. Hey, je suis relou. Comme les Césars, ça se passe dans un joli théâtre, mais la salle est remplie de supporters de foot. Du coup, niveau ambiance, c'est pas du tout comme les Césars. Thank you very much. Les grands gagnants de la soirée étaient... The winner is... Olivier Giroud. Cristiano Ronaldo. Gianluigi Buffon. Zinedine Zidane. Alors, comme d'hab, ils ont tous remercié la famille. A minha família que está aqui presente em peso, ao meu filho, a mãe. Mi mujer. Te quiero mucho. And I would like to say gros bisous to Jade and Evan, my children. Gros bisous les loulous. Dans la salle, on a aussi vu Neymar, aussi attentif qu'un enfant pendant une sortie de classe. Neymar. Coralie, elle a roulé une grosse pelle à Mathieu Grimbert. C'est dégoûtant. Alors apparemment, Maradona a bien aimé la robe de la présentatrice. On a aussi vu un moment flippant. C'est con. Et pour faire comme dans toutes les cérémonies chic, il y a un petit moment culture. Voilà, hier c'était le groupe anglais Casabian. Et heureusement qu'il y avait une bande son dans la salle, sinon ça n'aurait pas rendu tout à fait pareil. Casabian. Merci à tous, bonne soirée. Merci, mi mujer. Te quiero mucho. Merci Charles d'être venu sur le plateau de Quotidien. Ça s'appelle Le Traité des gestes et c'est aux éditions Grasset. Juste avant, justement dans ce livre, et on va vous laisser sur ça, sur cette phrase. Il y a des gestes contredits par un geste, contredisant la parole et annulés par le regard. Pensez-y. Merci Charles d'être venu sur le plateau de Quotidien. À demain.